Bonsoir à tous, donc je suis Laurent Loger et je travaille pour ICI Habitat, donc je suis le responsable RSE et innovation. Donc nous, notre trajectoire vis-à-vis de l'ESC, finalement on en a fait un peu à l'insu de notre plein gré. On est dans un secteur en pleine mutation. Le monde HLM est en profonde mutation. Il y a des transformations structurelles, il y a des transformations aussi sociétales qui impactent notre modèle. Et aujourd'hui, je pense que le modèle du logement social, il est en profonde mutation et il va évoluer. Et face à ça, en fait, on était il y a quelques 2-3 ans là en réflexion stratégique et on s'est dit que finalement, si on voulait se renouveler, et j'aime bien le terme finalement la racine de l'innovation, il fallait qu'on se renouvelle pour devenir le bailleur social de demain. Et le constat qu'on a fait, c'est finalement de se dire, si on veut devenir le bailleur social de demain, il faut finalement changer de paradigme, changer de modèle. Et nous, notre activité historiquement, c'est de produire des logements. Ouais, et d'ailleurs, souvent, on la résume, cette activité, par construire et gérer. Et encore, il faudrait définir ce qu'on met derrière le mot gérer. Et finalement, nous, on s'est dit, si on veut être le bailleur social de demain, il faut qu'on passe à un autre modèle. Et lors d'un CODIR de cette direction Habitat et Patrimoine, on a fait une initiation en 2 demi-journées avec le réseau Alliance et le Club Noé sur l'économie de la fonctionnalité. L'idée, c'était de montrer finalement à nos collaborateurs qui interviennent sur les projets de construction qu'il est possible éventuellement d'avoir une autre vision, de faire autrement et de passer finalement de cette notion d'habitat à cette notion d'habiter et d'aller vers une économie beaucoup plus servicielle. Et suite à ces demi-journées d'initiation, j'ai un collaborateur qui est venu me solliciter en me disant la formation, moi, m'a vraiment interpellé et ça fait déjà quelques temps que je me dis que mon métier il doit évoluer et qu'il faudrait que je fasse les choses autrement. Et il m'a dit, j'ai en tête un projet à la Chapelle d'Armentières, un projet sur lequel on est propriétaire du foncier. Et j'aimerais bien t'en parler parce que je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire en ce sens. Et finalement, il est venu et il m'a dit, voilà, on a X mètres carrés de terrain juste derrière la gare d'Armentières. On a une passerelle qui est à proximité qui permet d'accéder facilement à la gare. Et moi, ce que je te propose, c'est pas de faire du logement, c'est de faire un projet de mobilité, en fait. Et je lui dis, est-ce que tu peux développer? Et à partir de là, il m'a dit, voilà, on n'est pas très loin non plus de la 25. La 25 est saturée. On a la gare qui est à proximité. Et moi, ce que je voudrais faire, c'est du cadre de vie, créer de la cohésion, du bien vivre ensemble et surtout créer de la mobilité. Donc, il m'a dit, j'aimerais bien qu'on fasse un parking en entrée de site qui permettrait éventuellement à nos habitants qui iraient travailler sur la métropole européenne de Lille en journée et qui libèrent une place de parking, de mutualiser éventuellement cette place de parking avec des gens qui peut-être tournent dans le quartier pour trouver une place parce qu'ils se rendent à la gare d'Armentières. J'aimerais bien aussi que les gens qui sont dans le bouchon de la 25, éventuellement, s'ils le souhaitent, puissent sortir à la Chapelle d'Armentières et venir travailler quelques heures dans un espace de coworking ou dans un espace de convivialité qu'on aurait créé en pied d'immeuble pour leur permettre d'avoir un confort de travail un peu plus important. J'aimerais bien aussi qu'on profite de l'espace vert qui est aussi très important sur ce site pour initier peut-être de la permaculture, pour initier d'autres formes de bien vivre ensemble. Et donc, très vite, je me suis rendu compte que son projet, il était orienté ESC, sans qu'il le sache réellement, en fait. Et à partir de là, moi, je l'ai invité... Alors, déjà, lui, se posait la question de savoir est-ce que je peux porter un tel projet en interne? Est-ce qu'on va m'autoriser à apporter une vision qui est complètement différente de ce qu'on fait actuellement? Donc, mon premier travail, ça a été de lui dire vas-y, fonce. Moi, je pense que tu es vraiment dans ce qu'on veut faire. Et je pense même que tu tiens là le projet qui va incarner la stratégie future de ICI Habitat. Donc, très vite, j'ai organisé une rencontre avec notre comité de direction générale. Il a présenté son projet et ce qui est ressorti finalement de cette présentation, c'est toutes les ressources immatérielles et notamment au premier chef son enthousiasme. Ce qui a, je pense, interpellé notre comité de direction générale, c'est de dire c'est génial, on a un collaborateur qui a une idée qui germe comme ça et qui vient nous la présenter et ce qu'on remarque spontanément, c'est comment il porte ce projet. En plus, c'était un collaborateur qui n'était pas forcément identifié sur ces sujets-là. Et donc, ça a vraiment interpellé notre direction en ce sens. Et tout de suite, ils lui ont dit, on va vous donner carte blanche pour expérimenter ce projet. Et ne vous mettez pas de limite. Allez-y et foncez.
Et dans un second temps, on a fait une réunion au niveau de son service, une réunion d'équipe au niveau de la direction construction, pour aussi porter ce projet, pour leur présenter et voir aussi comment on pouvait les associer au sens large à ce travail. Et puis très vite, on a sollicité le réseau Alliance et le Club Noé pour nous accompagner, parce que l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est encore nouveau. Et coopérer, ça ne se décrète pas. Donc, alors souvent, dans nos projets par le passé, on a travaillé avec de nombreux partenaires, mais on n'a pas forcément coopéré. On a eu de l'échange, on a beaucoup échangé d'ailleurs, mais finalement, on n'a jamais réellement coopéré. C'est-à-dire que parfois, on s'est aperçu que on ne se comprenait pas tout le temps, sauf qu'on s'en est rendu compte parfois un peu tard. Et généralement, quand on s'en rend compte, c'est qu'il y a un problème et que ça bloque le projet. Donc là, cette fois-ci, on s'est dit, il faut vraiment qu'on puisse coopérer réellement. Et donc, on est en train de constituer un noyau dur qui s'est réuni pour la première fois la semaine dernière pour travailler vraiment sous l'angle de l'ESC. Déjà pour qu'en interne, entre nous, on puisse coopérer. Et puis, il fallait forcément aussi associer nos parties prenantes, et au premier chef, la ville de la Chapelle d'Armentières. Donc, on est allé les rencontrer en novembre dernier, et on avait un double objectif. Le premier, c'était déjà de leur présenter et de les faire adhérer à notre vision du projet. Et c'est rarement dans le domaine du logement social cette façon de faire, puisque souvent on réagit, nous, en tant que bailleurs, à des opportunités qui émergent des territoires. Et nos innovations, souvent, elles se montent en ce sens. Là, pour la première fois, en fait, on a été en proactivité, et c'est nous qui sommes venus proposer une vision différente à une collectivité. Donc notre objectif, c'était d'une part de leur dire, puisqu'ils étaient SRU au départ, donc c'est-à-dire qu'ils devaient répondre à des quotas HLM, sauf que là, ils venaient d'atteindre leurs quotas, donc ils n'avaient plus réellement d'obligation de développer du logement social, et initialement, on était plutôt parti sur une opération d'accession avec un volet social. Et là, pour monter un tel projet, il fallait renverser la tendance et leur dire on doit plutôt être massivement sur un projet de logements locatifs sociaux avec éventuellement une petite partie en accession. Donc c'était déjà la première partie à valider avec la commune. Et puis dans un second temps, c'était de leur dire est-ce que vous êtes OK pour nous accompagner et pour coopérer avec nous sur ce projet, avec tout ce que ça sous-entend, donc être vraiment co-constructeur de ce projet avec nous. Et finalement, suite à cette réunion, donc la mairie a été très intéressés par notre projet, et très vite ils nous ont dit on va monter une commission pour vous accompagner sur le projet. Alors là, le calendrier électoral a un petit peu mis en attente ce projet. Donc là, on va attendre que les élections passent et on va très vite reprendre contact avec la mairie pour monter ce projet avec eux. Et là, dans un premier temps, c'est comment on co-construit déjà en interne, comment on partage en interne et comment on prend en compte les contraintes de chacun. Parce que si on veut faire de l'ESC, c'est aussi comment on arrive à modifier, par exemple, l'appel d'offres. Donc clairement, on ne sera pas sur un appel d'offres classique. Il va falloir aussi identifier probablement un nouvel écosystème pour nous accompagner sur notre projet. Et donc là, on est vraiment au tout début d'un nouveau projet et surtout d'une nouvelle façon de faire. Et ça va aussi fortement impacter l'organisation du travail sur ce projet. Déjà, on commence à créer finalement une espèce de task force autour de ce projet, un noyau dur qui va être déterminant dans l'accompagnement de ce projet. Donc on en est aux prémices, mais je ne doute pas qu'on arrive à sortir un projet qui soit le reflet de la stratégie nouvelle de SI Habitat. Merci Laurent. En effet, on voit bien que quand tu es allé voir le maire, c'est pas vraiment un projet d'habitat que tu es allé présenter, mais un projet d'habiter. Et c'est là où on voit qu'on ne présente pas seulement des logements, mais plus des enjeux de mobilité, du lien social, d'alimentation durable, d'attractivité des territoires. Et au niveau de l'EFC, quand on parle de l'angle de l'EFC, pour bien comprendre de quoi on parle, c'est en effet mettre au centre de l'organisation les effets utiles que l'on produit bien avant des produits et des services. Monsieur l'expert, je te laisse mettre un peu en relief le cas que tu as accompagné dans nos parcours commerciaux managers et puis aussi notre groupe Habité. À toi la parole. Oui, on l'a discuté dans le groupe commerciaux, mais l'accompagnement, je pense, c'est surtout le travail qu'ont fait Simon et Laurie pour le coup. Moi, je trouve que dans l'exemple que présente là Laurent, un point intéressant, c'est les modalités en fait d'innovation. Parce que pour reprendre la forme classique d'innovation, normalement, c'est la question de quelques-uns dans l'organisation de l'innovation. C'est certains qui se posent la question quel nouveau produit, quelle nouvelle offre, à quel nouveau segment de clients.
Et donc on a des experts internes de l'innovation. Et ce que je trouve très intéressant avec l'exemple de Laurent, c'est qu'on voit une innovation que nous on appelle une innovation par le travail. C'est-à-dire que c'est le collaborateur en question qui fait remonter de son expérience de travail réel, en fait, du potentiel d'innovation. Alors qu'il a une vertu assez intéressante, c'est que c'est un potentiel déjà éprouvé en partie. C'est-à-dire qu'il n'est pas fondé sur le monde des idées ou de l'abstraction, il est monté sur l'expérience de travail et donc sur quelque chose qui est déjà d'ailleurs travaillé depuis un certain temps. Ce que disait ton collaborateur notamment, c'est que ça l'empêchait de dormir depuis un certain temps, donc il n'avait pas un peu réfléchi la question, il était pris dans cette question depuis un certain temps. Et donc on a une modalité d'innovation qui est que tout le monde est en fait potentiellement en capacité d'avoir un œil sur les questions d'innovation. Et d'ailleurs, dans les approches du travail qu'on mobilise chez Atemis et qui sont très imprégnées dans l'écho de la fonctionnalité et de la coopération, il y a cette idée que le travail est toujours en fait un débordement de ce qu'on appelle le prescrit, c'est-à-dire de ce qu'on avait prévu de faire, et que dans ce débordement, en fait, le surcroît de travail qu'on y met, le surcroît d'efforts, ce qu'on a besoin de faire pour que ça tienne en vrai, eh bien dedans, il y a des questions notamment stratégiques, il y a des questions d'innovation potentielle. En fait, il y a de l'innovation, il y a de l'invention. Il y a une philosophe qui s'appelle Simone Weil, pas celle qu'on a célébrée il n'y a pas très longtemps, mais une autre qui est morte pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui donnait cette définition que je trouve absolument sublime de la nature humaine. Elle disait c'est notre incapacité à abdiquer, notre capacité à créer. On ne peut jamais ne pas créer. On est toujours obligé de faire à notre manière, à notre envie, ce qu'on fait. On est toujours confronté à ça. Le seul moyen de l'abdiquer, c'est de ne plus être, ce qui est quand même un peu dommage. Donc vous voyez que dans le travail, on est confronté à ça. Tout le monde est dans son travail confronté à cette obligation de créer. Et en fait, dans cette obligation de créer, il y a des potentiels d'innovation. Et on voit que chez SIA, il y avait ce point intéressant. Là où il y a eu un terreau fertile, c'est qu'il y avait une ambition très générique, globale, de renouveler son modèle. D'ailleurs, ta fonction, c'était directeur à l'innovation, c'est ça? Donc voilà, une ambition de nouveauté, mais avec une définition générique, ça vous donne pas concrètement le nouveau modèle. Ça vous donne pas concrètement l'innovation. Et dans le travail de cette personne, dans son expérience, dans ce qu'on pourrait appeler, pour utiliser un peu de concept, puisque tu me mets la casquette d'expert, j'utilise un peu de mots conceptuels, mais il y a déjà ce qu'on appelle le saut systémique, c'est-à-dire le fait de ne pas être tenu par la dimension unique de l'offre, le côté chez un bailleur social on fait du logement ou on fait de la gestion. Les gens qui travaillent à l'accueil chez SIA Habitat, ils font de tout, ils font déjà de l'accompagnement global. Ils disent pas non, ça je vous entends plus monsieur l'habitant, c'est pas mon problème, moi je ne suis là que pour la gestion. Vous voyez que c'est pas ça. Dans le réel du travail, ils sont déjà pris par cette dimension systémique. Et sans doute que ce salarié-là, il a pas réfléchi à tout pour le plaisir, il a réfléchi à tout parce qu'il est confronté à tout. Et donc, on trouve là, dans l'aide que tu apportes en interne, l'occasion de trouver un endroit où atterrit cette création liée au travail. Moi, ça me fait penser beaucoup, je vais prendre un exemple très différent, mais comme c'est un nouvel adhérent, je vais noter, je vois Thierry là-haut, Sustar, qui est là de Opaline. C'est une des modalités qu'on a qu'on a travaillé avec Thierry dans son accompagnement, de comment le travail réel que lui l'amène, en fait, à développer des formes d'innovation. Et donc c'est bien le travail comme source d'innovation, l'expérience de travail comme source d'innovation, et non pas un truc réservé à quelques-uns dans l'organisation. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, je trouve, dans votre cas, c'est combien SIA, du fait de son intention d'innovation, c'est à la fois laisser surprendre et ensuite accompagner. Donc ton collaborateur, son prénom c'est Vincent, voilà, dans sa démarche, au point de dire maintenant on va l'aider à innover, parce que c'est pas parce qu'il est confronté dans le travail réel qu'il a toutes les bonnes idées, puisqu'après arrivent aussi tous les sujets de contraintes, de comment on discute avec une mairie, comment on se confronte aux élections municipales qui arrivent, comment on se confronte aussi à des choses qui débordent son propre métier. Donc vous voyez que l'enjeu, c'est repérer dans le travail des sources d'innovation, et ensuite comment on a des organisations qui les épaulent pour en faire des innovations au niveau collectif de l'organisation, et qui du coup les solidifient, aussi trouvent des moyens de les installer et de les rendre finalement opérationnels, réels et au contact d'autres.
La durabilité, moi, ça m'amène deux réflexions. La première, c'est finalement de ne pas se dire que ce changement de modèle, il est gagné et il faut l'ancrer dans l'entreprise. Et je pense qu'il faut aussi que ça reste pas qu'une vision qui est partagée au niveau du comité de direction de l'entreprise et qu'elle essaime vraiment dans toute l'entreprise et dans toutes les strates de l'entreprise. Et c'est aussi pour ça qu'on a souhaité travailler le projet stratégique de l'entreprise avec une communauté de 70 collaborateurs de tous horizons en fait. Donc on a à la fois des gardiens jusqu'aux cadres qui sont impliqués et qui se réunissent régulièrement pour réfléchir à la stratégie de l'entreprise. Et ça, je pense que c'est important parce que c'est un travail de très longue haleine. Et ce mouvement intérieur dont on faisait référence tout à l'heure, il est vraiment important. Il faut sans cesse l'accompagner en fait. Et je pense qu'on ne peut pas changer de modèle si à un moment c'est pas toute l'entreprise qui bascule en fait. Et au quotidien, on constate qu'il y a des résistances et que effectivement le bien vivre ensemble, ça se décrète pas. Et aussi que le travail au quotidien, il est amené à évoluer et il faut prendre ça aussi en compte. Nous, on a des collaborateurs avec des anciennetés très importantes qui nous disent mais pourquoi j'ai toujours fait comme ça marchait très bien, pourquoi je dois faire autrement maintenant ou pourquoi je dois envisager les choses différemment. Donc c'est aussi pouvoir accompagner au quotidien l'ensemble de nos collaborateurs et nous on est 600. Donc c'est quand même un travail qui est relativement fastidieux. On est présent sur différents territoires, quasiment sur tout le Nord-Pas-de-Calais et donc c'est sans cesse comment on accompagne et comment on donne de la visibilité. Par exemple la stratégie. Pour faire travailler cette communauté, elle a été partagée avec l'ensemble des collaborateurs. C'est-à-dire que j'ai rencontré les 600 collaborateurs pour évoquer la vision stratégique. Donc ça a fait 42 réunions, ça m'a pris 2 mois. Donc, mais c'était nécessaire parce qu'on ne peut pas demander à des gens de s'investir dans un projet si déjà on ne leur présente pas les modalités en fait. Et c'est aussi du coup une nouvelle façon de travailler. Parce que quand on bosse avec 70 collaborateurs sur la stratégie de l'entreprise, c'est pas des réunions classiques que l'on peut faire. Autrement, au bout de 10 minutes, on a perdu tout le monde. Et puis se réunir autour d'une table pendant 2 heures pour réinventer le monde, on sait tous ce que ça donne à la fin. Donc c'est aussi des choses très pragmatiques finalement, et d'essayer d'associer et de donner la parole à tout le monde. Donc c'est de mettre en place des outils spécifiques pour permettre l'open source, l'accès aux données pour tout le monde, pour que chacun finalement puisse travailler sur un pied d'égalité. Et le deuxième point que je voudrais développer, c'est finalement, et c'est aussi pour ça que j'ai changé là récemment de fonction, c'est de se dire il faut ancrer les choses. Alors de l'innovation, on en a fait pendant des années, mais finalement, on n'a jamais capitalisé réellement sur nos projets. Donc on réagissait à des opportunités, on innovait, et puis on passait au projet suivant. Et on ne se posait pas la question du retour d'expérience sur les projets qu'on avait menés. Et ça, je pense que c'est en train de changer. On est vraiment en train de se questionner là-dessus et de se dire, déjà, regardons ce qu'on a fait. Regardons déjà le déjà là dans l'entreprise. Et finalement, c'est difficile de dupliquer une innovation, notamment dès lors qu'il y a un accompagnement social qui est en jeu, dès lors qu'il y a des territoires qui sont différents. Mais il y a sûrement des fondamentaux sur lesquels on peut s'appuyer. Et c'est déjà de se dire, prenons en compte le déjà là et essayons de dupliquer ce qui marche, ce qui fonctionne et interrogeons-nous aussi sur ce qui n'a pas fonctionné. Parce que c'est aussi comme ça qu'on avance et qu'on progresse.